se posait, c'est comment on allait le transporter, qu'est-ce qu'on allait en faire. Tout ça était le vrai problème qui s'est créé, c'est quand Rudolf Diesel a réussi par distillation à utiliser des pétroles beaucoup plus lourds que sont le fioul. Alors là, ça devenait plus du tout la même chose, puisque tout le transport maritime pouvait fonctionner au pétrole, et au lieu d'utiliser que l'essence, on a fonctionné au diesel. Et là, c'était carrément un enjeu majeur. Dans l'ombre travaillaient d'autres personnages qui cherchaient des voies d'énergie, puisqu'on savait très bien que le problème du XXe siècle serait un problème d'énergie. Un personnage très curieux qui s'appelle Nikola Tesla, bien entendu, personne ne nous en parlera jamais. On sait qu'il y a une unité de mesure qui s'appelle le Tesla, on ne sait pas trop qui est Tesla. Tesla, c'est le plus grand génie du XXe siècle. Il a travaillé avec Thomas Edison, si ma mémoire est bonne, et Thomas Edison, par exemple, voulait utiliser l'électricité en courant continu. C'est Nikola Tesla qui a mis au point le courant alternatif, qui était utilisable à l'échelle planétaire, transportable, et qui avait un rendement exceptionnel. Un banquier donc s'est intéressé à ces joyeux lions, qui étaient Edison et Tesla, mais Tesla travaillait sur l'énergie libre et illimitée, donc il travaillait sur les Electro-Low Frequency, ELF. Et donc il s'est amusé notamment, pour essayer de démontrer sa théorie, à créer un mini tremblement de terre à San Francisco avec un petit émetteur pas plus gros qu'une lampe de poche. Donc, effectivement, il y a du fric à faire. À l'époque, l'inénarrable JP Morgan décide de financer, et donc va voir Thomas Edison, va voir Nikola Tesla, et lui demande, oui, effectivement, vos travaux sont intéressants, qu'est-ce que ça peut rapporter? Et Nikola Tesla explique qu'il veut mettre en place un système d'énergie libre pour le mettre à la disposition de tout le monde, et que c'est gratuit. Nikola Tesla a été immédiatement révoqué de son poste, viré, et a disparu dans l'oubli en continuant ses travaux, notamment sur le rayon laser et d'autres choses de ce genre-là. C'est quelqu'un qui cherchait tout simplement à créer une source énergétique. Toutes les énergies, tous les brevets posés par Tesla, les découvertes de Tesla, ont fini dans les tiroirs du Pentagone. Rassurez-vous, tout va bien, le programme HARP n'existe pas, de l'arme climatique, ça n'existe pas. Les photos que vous pouvez voir sur Internet du projet HARP, vous pouvez taper HARP, H-A-R-P, H2-A-R-P, vous verrez, vous avez les photos, l'explication. Vous pouvez aller également sur une émission qui est assez intéressante, que je vous conseille vivement. D'ailleurs, il y a dans cette émission qui s'appelle Les Archives oubliées, l'histoire de la création de la Fed, on y reviendra après. Donc le problème de l'énergie s'est posé, mais sous une forme assez particulière, c'est qu'il fallait en avoir le contrôle et le monopole. Et à ce moment-là, donc nous arrivons toujours dans ces années charnières qui ont été les années de 1870 à la Première Guerre mondiale. Avant la Première Guerre mondiale, les Allemands, qui venaient juste de sortir de la crise créée par nos amis anglais, qui avaient libéré le blé, qui avaient fait leur nouvel ordre mondial, parce que de toute façon, il ne faut pas croire, on ne fait pas ça par hasard, on fait toujours ça pour un grand bien, pour le bien de l'humanité. Donc c'est une bonne nouvelle, on ouvre le marché mondial et tout le monde a accès à un prix inférieur. Qu'on ruine toute l'économie, c'est pas grave, que certains font des gros profits, ce n'est pas grave, c'est pour le bien commun. Donc on arrive un petit peu avant la guerre de 14-18, et les Anglais constatent à ce moment-là que les Allemands ont repris une place, on commence à prendre une place prépondérante sur le marché. Donc sur le marché, ils arrivent à obtenir une autonomie, enfin à pratiquement être excédentaire sur les denrées alimentaires, à être même exportateurs au niveau industriel, et ils ont la mauvaise idée, ces Allemands à ce moment-là, de vouloir créer
une ligne pour transporter le pétrole et signer des accords pétroliers avec l'Empire ottoman. Et avait donc préparé le projet de faire la ligne ferroviaire Berlin-Bagdad. Tout ça est vérifiable. Donc nos amis anglais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont signer une alliance, un pacte d'alliance avec les cocus habituels, les Français. Voilà. Hein. Et donc il y avait les Français, les Anglais, le troisième larron qui ont signé, c'était les Russes. Les Allemands, à ce moment-là, quand ils signent leur contrat pétrolier, arrive un événement particulier où ils avaient une alliance qui est assez naturelle avec l'Autriche-Hongrie, l'Empire d'Autriche-Hongrie, et l'Empire ottoman. Et à ce moment-là, l'archiduc est assassiné à Sarajevo. Immédiatement, l'Angleterre qui avait fait signer ces alliances, l'Allemagne intervient auprès des Autrichiens, leur demande de ne pas intervenir contre Belgrade, c'est Sarajevo, c'est la Yougoslavie, c'est des Serbes. Et puis finalement, l'Autriche attaque la Serbie. Et là, c'est l'enclenchement total. Et si les gens étaient un petit peu curieux, ils pourraient s'intéresser à quelque chose d'assez fabuleux. C'est par exemple les Anglais qui commencent déjà à dépecer l'Empire ottoman, qui va finalement, il signe des traités, des décrets, et pendant que les abrutis français se font attaquer par les Allemands, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à envahir l'Empire ottoman. Ils sont en train de mettre en place leurs concessions. Hein, voilà, on se bat pour la perfide Albion. Le génie de cette guerre, vous pouvez le vérifier historiquement, les Anglais évitent d'en parler, c'est Sir Henry Detterding, qui était le patron de la British Petroleum. De son côté, Rockefeller suivait ça d'un œil discret, mais n'était pas du tout désintéressé, puisque en fait, quand il y a un dépeçage à faire, rassurez-vous, les requins sont là. On va donc faire cette guerre, cette Première Guerre mondiale. Alors les gens vous diront, les historiens ont des explications très nauséeuses, et alors quand on en arrive aux gens qui sont là pour être éduqués au tititainment, vous leur posez la question pourquoi il y a eu la Première Guerre mondiale, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Il suffit tout simplement de regarder qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la Première Guerre mondiale, le démembrement de l'Empire ottoman et le partage de tout le pétrole de la Mésopotamie. Ça n'était rien d'autre. Quelques détails plus, l'Alsace, la Lorraine, quelques petits... C'était des détails, ça, c'était pas grand-chose. On récupère l'Alsace et la Lorraine, au moins, c'est toujours ça. Mais par contre, à ce moment-là, ce qui était très important, c'était surtout l'hégémonie pétrolière. Donc, cette Première Guerre mondiale a été faite pour les pétroles. Dans le même temps, on évitera de parler du rôle de la Russie, du rôle de certains financiers dans le financement de la révolution russe, qui a arrangé un petit peu tout le monde, puisque finalement, les Russes se sont un peu retirés de la bataille, les Allemands, le fameux wagon plombé de Lénine, le wagon de la liberté, il était fourni par les Allemands, et Lénine voyageait peut-être pas en première classe, mais il était assis sur un coffre rempli d'or pour financer ses bolcheviks. Donc ça, c'était ce qui préparait la suite du programme. Donc après la Première Guerre mondiale, les Américains, et particulièrement trois personnages, donc Rockefeller, Detterding, donc les Anglais, les Américains, commencent à se faire une guerre du pétrole. Si les Américains sont venus en 1917, ce n'est pas parce que, pour me remercier, de Lafayette, n'y croyez pas, Lafayette nous voici, ça c'est pour la piétaille, il fallait arriver